TV Liberté n'a jamais été aussi puissante, mais les tentatives de nous anéantir n'ont jamais été aussi nombreuses. Les ordres du pouvoir politico-financier pour nous priver de comptes bancaires ont dévoilé leur volonté de nous abattre. Ces attaques, aussi virulentes et basses soient-elles, trahissent en réalité leur peur. Emmanuel Macron consacre à présent des conférences entières à plaider pour un encadrement, une censure donc, des médias alternatifs. Ils ont peur que nous montrions le réel qui démonte leur narratif. Le monde imaginaire vendu par les médias est en train de s'effondrer. L'information libre portée par TV Liberté déferle sur leurs mensonges. La vague les submerge. C'est l'instant de vérité. Le système tombe et il faut encore le pousser. Mais malgré notre détermination, notre dévouement intact, les coups que l'oligarchie nous a portés ont eu des conséquences lourdes. La fermeture de nos comptes, la précarité bancaire et les obstacles administratifs auxquels nous sommes confrontés ont grévé nos budgets. Pour aborder 2026, non pas avec sérénité, mais avec assurance, vous devez vous tenir à nos côtés et nous soutenir. Nous sommes en première ligne pour vous, alors assurez nos arrières, faites un don à TVL pour que vive l'information libre. Alors je compte sur vous. Madame, monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver. Au programme de cette édition, la paix en Ukraine malgré Volodymyr Zelensky. Alors que les Européens tentent de faire échouer les plans de Donald Trump, le président américain pourrait bien détenir la clé pour faire céder son homologue ukrainien. Nous reviendrons ensuite sur le pied de nez des Serbes de Bosnie aux euromondialistes. Le pays vient de réélire un président nationaliste après que le précédent a été révoqué de son mandat par le gouverneur allemand du pays. Et puis en France, le budget est dans l'impasse. L'exécutif appelle au compromis alors que les travaux se poursuivent à l'Assemblée et au Sénat. Le gouvernement entend une nouvelle fois s'appuyer sur les socialistes. L'heure de vérité va-t-elle bientôt sonner ? Quelques jours après la parution du plan de paix en Ukraine de Donald Trump, l'ultimatum de Thanksgiving se rapproche. La Maison-Blanche a en effet enjoint Zelensky de s'y résoudre avant jeudi. Pendant ce temps, les Européens s'agitent encore. Donald Trump imposera-t-il la paix à Volodymyr Zelensky? Quelques jours après la présentation de son plan, les épouvantails de la coalition des volontaires se réunissaient ce mardi. Une réunion de spectateurs qui vise avant tout à cacher le réel, la sortie du jeu diplomatique des Européens. En effet, après une contre-proposition en 19 points de Bruxelles, qui pour une fois a joué la simplification, tout porte à croire que c'est bien la copie de Donald Trump qui s'impose pour définir les derniers ajustements d'une éventuelle paix sur le terrain. Problème, ces diversions européennes polluent l'avancée d'une copie crédible et salvatrice, comme l'avait provoqué sciemment l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson en 2022. Lundi, Volodymyr Zelensky estimait que la copie n'était pour autant pas satisfaisante pour imaginer le retour de la paix. Dans les démarches que nous avons coordonnées avec la partie américaine, nous avons réussi à inclure des points extrêmement sensibles sur la table, y compris la libération complète de tous les prisonniers de guerre ukrainiens, selon la formule du « tous pour tous », ainsi que des civils, et le retour complet des enfants ukrainiens enlevés par la Russie. Ce sont des étapes importantes, mais pour parvenir à une paix réelle, il faut plus, beaucoup plus. Pourtant, contrairement aux affirmations des médias atlantistes, la proposition de Donald Trump impose des concessions territoriales à Moscou par rapport à sa zone actuelle de domination sur le front. À l'inverse, le président américain a bien saisi quels étaient les points non négociables avec la Russie, à commencer par l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN que les Européens veulent réintégrer, comme pour saboter le plan de paix. Une approche qui, rappelons-le, fait les affaires de la Russie, dans la mesure où chaque jour supplémentaire de combat permet à Moscou de gagner davantage de territoire. Il n'en reste pas moins que le pouvoir ukrainien aurait toutes les raisons de préférer une prolongation de la guerre. D'abord,
Tout comme la fameuse coalition des volontaires qui porte mal son nom, l'appareil d'État de Kiev n'est pas au front et ne meurt pas. Ensuite, la validité du pouvoir de Volodymyr Zelensky est très précaire depuis l'échéance de son mandat en mai 2024. Par ailleurs, ce dernier est entouré de nombreux extrémistes qui refusent toute éventualité de sortie de crise autre que l'anéantissement de la Russie, qui n'arrivera pas. Ainsi, il est fort à craindre que ces éléments puissent se transformer en milices incontrôlables en cas de négociation de paix. Ces derniers pourraient alors non seulement s'adonner à des manœuvres d'épuration, mais aussi mettre en danger jusqu'à la vie du président ukrainien. Un scénario qui doit aussi peser contre la paix dans l'esprit de l'ancien comique. Toutefois, les révélations du scandale de corruption au sommet de l'État pourraient changer la donne. C'est en tout cas ce que pense le colonel en retraite Pierre de Jong. Quand on a découvert les 28 points du plan qui n'a de paix que le nom, que les territoires ukrainiens qui sont occupés actuellement par la Russie, notamment les régions de Lugansk, Donetsk, passées sous le contrôle russe, que l'armée ukrainienne perde un tiers de son effectif. Oui, c'était dramatique pour les Ukrainiens. Donc ça paraît une bonne nouvelle. On se rappelle aussi qu'il y a à peine plus de 10 jours, de nouvelles sanctions américaines contre les géants pétroliers russes sont entrées en vigueur, que les États-Unis avaient approuvé une vente d'armes de 105 millions de dollars. Selon cette hypothèse, Donald Trump serait donc capable de faire accepter son plan à Volodymyr Zelensky, une hypothèse qui ne fera pas non plus la part belle aux ambitions européennes. Pour les Serbes de Bosnie, les présidents patriotes se suivent malgré les desiderata bruxellois. Le pays vient à nouveau de porter au pouvoir un président nationaliste alors que le précédent avait été écarté par les euromondialistes. Un véritable affront porté à l'UE. Le décryptage de Nicolas de Lamberterie aux côtés de Nicolas Mirkovic. Les Serbes de Bosnie ont envoyé un message d'insoumission à Bruxelles dimanche dernier en élisant à la présidence de la République Siniša Karan, désigné comme successeur de l'homme fort des Serbes de Bosnie, Milorad Dodik. Ce dernier a été déchu de son poste de président de la République serbe de Bosnie pour avoir refusé de mettre en œuvre certaines décisions du gouverneur allemand de la Bosnie-Herzégovine. Pour rappel, depuis les accords de Dayton en 1995, la Bosnie-Herzégovine est découpée en deux entités. D'une part, la République serbe de Bosnie, ou Republika Srpska, avec pour capitale Banja Luka, et la Fédération croato-musulmane, qui a pour capitale Sarajevo, également capitale de l'État bosnien. Mais le pays a pour autorité suprême un gouverneur désigné par l'Union européenne, tandis que la monnaie nationale, le mark convertible, est de fait alignée sur l'euro depuis que l'Allemagne a rejoint l'euro. Sauf que voilà, le pays fonctionne de façon relativement bancale, et une part majoritaire des Serbes de Bosnie aspire à se séparer de la Bosnie et à constituer un État unifié avec la République de Serbie voisine. C'est cette ligne politique qui a donc été confirmée avec l'élection de Karan comme successeur de Milorad Dodik. C'est une continuité. Karan était le candidat de Milorad Dodik, qui était le patron de la République serbe de Bosnie-Herzégovine depuis quasiment 20 ans. Dodik défraie la chronique atlantiste parce que régulièrement, il ne veut pas aller dans la direction de l'Union européenne. Il ne veut pas prononcer des sanctions contre la Russie et surtout, il voudrait rattacher la République Srpska serbe à la Serbie. Et donc évidemment, cela fait pas mal de sujets pour chambouler les projets des atlantistes. La situation en Bosnie-Herzégovine est particulièrement difficile parce qu'il ne faut pas oublier que ce pays est sous un gouvernorat, un système de gouvernorat avec un Allemand qui est à la tête de quasiment toutes les institutions aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine et Milorad Dodik aujourd'hui, donc c'est un de ses successeurs, un de ses proches, un de ses anciens ministres de l'Intérieur qui va prendre le pouvoir aux prochaines élections générales qui auront lieu à l'automne de l'année prochaine. On peut aussi noter qu'il y a eu une faible participation à ces élections. Je pense que ça leur montre aussi que même en Bosnie-Herzégovine, même dans la République Srpska, il y a une lassitude des personnes qui attendent plus les élections. Je pense qu'ils sont globalement contents d'avoir une personne qui va représenter les intérêts serbes, mais ce sont des personnes aussi qui veulent un meilleur pouvoir d'achat, moins de corruption globalement dans la société et qui aspirent à autre chose. Et on voit que le projet des atlantistes pour cette création, qui est la Bosnie-Herzégovine, ne fonctionne toujours pas et crée de plus en plus de désenchantement, non seulement en République Srpska, mais également dans le reste de la Bosnie-Herzégovine où les tensions demeurent vives.
Et les Serbes, connus pour leur caractère insoumis, connaissent également des difficultés dans la Serbie voisine, toujours en raison des pressions euro-atlantiques. En effet, la décision du président américain Donald Trump de sanctionner plusieurs entreprises russes dans le secteur énergétique ont soudainement exposé la Serbie à de très graves difficultés en raison de la forte dépendance des Serbes à l'énergie de Moscou. Les sanctions américaines contre l'industrie des hydrocarbures russes touchent aujourd'hui la Serbie. La situation est particulièrement difficile. Il n'y a qu'une raffinerie en Serbie aujourd'hui, Nice Pétrole, qui est détenue majoritairement par des capitaux russes. Et aujourd'hui, cette raffinerie tomberait sous les sanctions des États-Unis. Et la Serbie doit trouver très rapidement soit de nouveaux acquéreurs pour cette raffinerie, soit elle-même se porter acquéreur, ce dont le budget de l'État serbe ne lui permettrait pas de faire. La situation est particulièrement critique parce que cette raffinerie est au centre névralgique de l'énergie serbe aujourd'hui. Évidemment, sans cette raffinerie, ce sont des millions de Serbes qui en souffriraient à juste un moment où l'hiver est en train de se faire cruellement sentir dans l'ensemble des Balkans. Belgrade essaye de négocier un délai de répit avec Washington pour essayer de trouver une solution qui lui permette de maintenir la raffinerie sans que celle-ci et que les Russes vendent leurs actifs. On va voir combien de temps cela peut durer. Ce n'est évidemment pas dans l'intérêt des Américains de couper l'énergie à la Serbie. Pour autant, la Serbie a une pression incroyable, et de la part de Washington, à qui la Serbie n'a fait aucun mal, et de la part de l'Union européenne, qui fait tout ce qu'elle peut pour couper les liens entre Belgrade et Moscou. La Serbie souhaite demeurer un pays neutre qui veut à la fois collaborer et avec l'Union européenne et avec la Russie, mais on voit que cette position est de plus en plus difficile à tenir parce que les pressions atlantistes font plier le président serbe. Concrètement, le non-respect des sanctions américaines dans le secteur de l'énergie pourrait entraîner des sanctions secondaires dans le secteur bancaire et faire sombrer la Serbie dans le chaos. Dans une conférence de presse de ce mardi 25 novembre, le président serbe Aleksandar Vučić a expliqué que la raffinerie de Pančevo tourne désormais au ralenti et pourrait cesser ses activités d'ici la fin de l'année, entraînant le pays dans un blackout énergétique catastrophique. Toujours à la recherche de solutions, Vučić a déclaré qu'il rencontrerait très prochainement son voisin, le Hongrois Viktor Orbán, pour étudier les solutions de secours que la Hongrie pourrait fournir à la Serbie. Cela pourrait se faire via une médiation auprès de Washington ou bien par une implication de l'entreprise pétrolière hongroise MOL dans la raffinerie de Pančevo. En tout état de cause, la Serbie, déjà confrontée à d'importants troubles politiques intérieurs, est plus que jamais sur le fil du rasoir, en raison des pressions euro-atlantiques. Et puis en France, la saga budgétaire n'en finit plus. Elle pourrait même se prolonger au-delà de l'année en cours. Explication d'Olivier Frère-Jacques. Ce n'est pas la responsabilité du président de la République de faire ça. C'est celle des forces parlementaires. Et donc c'est à eux de le faire, et j'ai quand même bon espoir qu'ils arriveront à le faire dans les semaines à venir sur le budget. Il a bon espoir, tous aux abris. Le président de la République s'est exprimé mardi matin sur la situation intérieure du pays et plus précisément sur la question budgétaire qui révèle les profondes fractures politiques au sein de l'Assemblée nationale, mais aussi les petits calculs des coteries habitués à gouverner. Après le rejet quasi unanime le 21 novembre du volet recettes du projet de loi de finances pour 2026, le Premier ministre Sébastien Lecornu tente de débloquer la situation en proposant un nouveau cadre de discussion. Face à l'impasse, il a identifié 5 priorités absolues pour relancer le débat. Le déficit public, la réforme de l'État, l'énergie, l'agriculture ainsi que la sécurité intérieure et extérieure. Ces thèmes, selon lui, pourraient fédérer une majorité au-delà des clivages partisans permettant de redonner du sens à une négociation budgétaire jusque-là chaotique. Sa main semble cependant tendue essentiellement vers LR, mais surtout vers le PS, puisqu'il a pris soin de s'aliéner LFI et le RN dans sa prise de parole de lundi. Certains partis politiques, certains candidats à l'élection présidentielle estiment au fond que le compromis n'est pas compatible avec leur propre stratégie électorale et qu'au fond, derrière, il y a une forme de cynisme qui est en train de se dégager et qui peut mener à ce que certains errements idéologiques de certains partis politiques bloquent la situation. Et ça, pour moi, c'est un point de vigilance important. On l'a vu notamment dans les comportements de la France insoumise et même parfois du Rassemblement national. Un macroniste qui accuse ses adversaires de cynisme, voilà au moins qui ne manque pas de continuité avec le fondateur Macron.
Et justement, Le Cornu a aussi fait dans la peur comme son maître, arguant que les armées seraient les premières victimes d'un échec budgétaire. L'affaire n'est pourtant pas vraiment sujette à caution puisque, hormis les insoumis, toutes les forces politiques devraient soutenir la hausse de 3,5 milliards d'euros pour les crédits militaires en 2026, conforme à la loi de programmation de 2024-2030, déjà adoptée en 2023 avec un large consensus. De même, la lutte contre le narcotrafic pourrait faire l'objet d'un débat le 12 décembre avec la création de 1400 postes de policiers en jeu. Ces sujets visent à rallier le socle commun et une partie de la gauche qui avait réclamé un tel examen. Sur l'agriculture, Le Cornu lie les discussions au Mercosur et à la future politique agricole commune, la PAC, négociée à Bruxelles, mais indissociable des enjeux budgétaires nationaux. L'énergie qualifiée d'enjeu majeur et la réforme de l'État, incluant la décentralisation, complète ces priorités. Enfin, le déficit reste un point central pour le Premier ministre qui rappelle l'objectif de le ramener sous les 5% du PIB contre 5,4% en 2025 et une projection initiale de 4,7% pour 2026. Mais les amendements adoptés avant le rejet portent ce chiffre à 5,3%, forçant à des compromis. C'est finalement pas très fier que le chef du gouvernement a quémandé un peu de concorde lors de son allocution. Chacun doit évidemment désormais, avec responsabilité, sens de l'intérêt général, regarder le budget pour 2026 avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'engagement. En tout cas, c'est ce que le gouvernement va faire. Ce gouvernement, vous le savez, n'a aucun autre agenda, si ce n'est de permettre à la France d'avoir un budget pour l'État et pour la sécurité sociale pour l'année prochaine. Je vous remercie. Pas d'ambition, on pourrait presque le croire avec sa tête de dimanche pluvieux. Reste que réclamer des compromis après 8 ans de règne Macron, sa suffisance, son mépris et son cynisme n'est pas chose aisée. Fusible en chef, Le Cornu multiplie les consultations avec les partis et notamment le PS. Il écarte pour l'instant le recours au 49.3 ou aux ordonnances, préférant miser sur la carte parlementaire. Là encore, c'est un grand écart puisque sous la présidence Macron, les gouvernements ont eu recours à ce mécanisme pas moins de 29 fois. Et nous partons à présent aux côtés de Renaud de Bourleuf pour l'actualité en bref en France. Bardella propulsé à l'Elysée par les sondages. La dernière étude au Doxa pour Public Sénat et la presse régionale fait la part belle au jeune président du RN qui serait assuré de remporter le second tour, quelles que soient les configurations testées. Au premier tour, il serait aussi systématiquement en tête avec des scores de 35 à 36%, bien loin du deuxième candidat qui serait alors Édouard Philippe avec 17%, soit près de 20 points de moins. Sans surprise, l'organisme de sondage affirme que cette victoire inéluctable de Jordan Bardella ne serait pas assurée si le parti patriote était représenté par Marine Le Pen, empêchée de se présenter par la justice pour le moment. Une étude qui laisse donc entendre que médias et sondeurs ont décidé quel candidat patriote fera les frais de leurs opérations de déstabilisation dans la campagne présidentielle. Hommage à Olivier Marleix. Mardi, l'Assemblée nationale rendait un ultime hommage au député LR d'Eure-et-Loir, décédé le 7 juillet 2025 à l'âge de 54 ans. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, adepte des récupérations, a prononcé un éloge funèbre devant les parlementaires, rappelant son engagement avec une émotion mal jouée, alors qu'Olivier Marleix était l'antithèse du macronisme, comme Braun-Pivet a pu elle-même le dire. Il s'investit particulièrement dans la lutte contre la corruption et les conflits d'intérêts, un grand défenseur de la déontologie et de l'intégrité parlementaire. Olivier Marleix, fils de l'ancien secrétaire d'État Alain Marleix, avait été maire d'Annette de 2008 à 2017 et présidait le groupe LR à l'Assemblée. Sa disparition, pour le moins inattendue, a provoqué un choc immense dans la classe politique et surtout la population, alors que ses critiques contre la présidence Macron en avaient fait une figure à part dans la droite parlementaire. Les Républicains subitement contre l'islam en France. Alors que le parti de droite parlementaire n'a pas œuvré pour réduire l'immigration depuis des lustres, des propositions surprenantes émanent désormais de plusieurs parlementaires. Au Sénat, un groupe de travail composé de 29 LR a publié un rapport ce mardi avec 17 recommandations pour lutter contre l'islamisme. Parmi ces propositions, l'interdiction du ramadan chez les jeunes de moins de 16 ans, ainsi que du port du voile pour les jeunes femmes dans l'espace public. Des propositions qui montrent bien le malaise actuel d'une France communautarisée, que les politiques ne savent plus par quel bout prendre. Laurent Wauquiez a pour sa part déposé à l'Assemblée nationale la proposition visant à proscrire le voile des jeunes femmes. Dieu se rit toujours des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. La guerre à la voiture continue. David Belliard, adjoint au maire de Paris et candidat écologiste aux élections municipales de mars prochain,
a annoncé lundi son intention d'empêcher les propriétaires de SUV de stationner en surface dans les rues de la capitale. L'idée est qu'un propriétaire de SUV ne puisse pas se voir délivrer des tickets de stationnement par les horodateurs parisiens et soit obligé d'aller dans les parkings souterrains. Selon le candidat, je cite, « Les SUV n'ont rien à faire à Paris », mais il pourrait se heurter à des difficultés administratives, d'autant plus qu'il n'y a pas de définition précise d'un véhicule SUV. À présent, l'actualité internationale. Des aveux judiciaires pour Donald Trump. Un juge fédéral américain a annulé lundi les inculpations contre l'ancien directeur du FBI, James Comey, et le procureur général de New York, Laetitia James, ciblés par Donald Trump. Ces poursuites, initiées par le procureur Lindsey Halligan, nommé par le président, ont été invalidées pour illégalité de sa désignation. Le président réélu avait promis vengeance contre ses ennemis. Comey, limogé en 2017, lors de l'enquête sur l'ingérence russe, était accusé de mensonge sous serment. Laetitia James, qui avait condamné Donald Trump à une amende de près d'1,5 milliard de dollars en 2024 pour fraude, annulée en appel, faisait face à des chefs de fausses déclarations. Le juge permet de nouveaux actes d'accusation, mais la prescription expire déjà pour James Comey. Les frères musulmans dans le viseur de Donald Trump. Lundi, le président des États-Unis a lancé la procédure visant à classer plusieurs branches des frères musulmans, notamment au Liban, en Jordanie et en Égypte, comme des organisations terroristes étrangères. Selon le texte publié par la Maison-Blanche, ces mouvements soutiennent ou mènent des actions violentes et déstabilisatrices, menaçant leur propre région, mais aussi des citoyens américains ainsi que des intérêts américains. Concrètement, cette désignation permettrait d'imposer des sanctions financières, des gels d'avoirs et des restrictions d'entrée aux États-Unis. Le Pakistan a lancé des frappes en Afghanistan dans la nuit de lundi à mardi. Ces frappes ont tué au moins 10 personnes, dont 9 enfants et une femme, dans les provinces de Khost, Kunar et Paktika. Le porte-parole taliban Zabiullah Mojahid a condamné ces bombardements sur des civils. Ces frappes surviennent après un attentat suicide non revendiqué contre le QG des forces pakistanaises dans une province frontalière, imputé à des Afghans par Islamabad. Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a promis de punir les responsables et d'éradiquer le terrorisme. Les tensions montent depuis le retour des talibans à Kaboul en 2021, avec des accusations mutuelles d'abriter des groupes armés comme les TTP, la principale mouvance talibane pakistanaise. Une confrontation en octobre avait déjà fait 70 morts, menant à une trêve fragile via le Qatar et la Turquie. La frontière de 2600 km reste fermée depuis le 12 octobre, bloquant le commerce bilatéral. La paix au Proche-Orient au cœur du premier voyage du pape Léon XIV. À partir de jeudi, le souverain pontife entame un déplacement de 6 jours du 27 novembre au 2 décembre en Turquie et au Liban. Le défunt pape François avait prévu de se rendre en Turquie pour les 1700 ans du concile de Nicée, où fut rédigé le credo, le « Je crois en Dieu ». Mais le pape Léon XIV rajoute pour destination le Liban, invoquant la parole d'évangile « Heureux les artisans de paix », alors que le pays subit les bombardements du voisin israélien. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Vous pouvez dès à présent retrouver Choc du Monde. Édouard Chano reçoit Olivier Dujardin, expert en système d'armes, pour évoquer les limites du mur de drone ukrainien face à l'armée russe. Le niveau de connaissance qu'on a sur les positions ennemies grâce aux drones n'a jamais été aussi important. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, on ne peut pas cacher une offensive. Ça devient très compliqué parce que la moindre concentration de troupes, même qu'on fait très loin, de toute façon, elle finira par être détectée. Donc le niveau de renseignement est tel que concentrer les troupes, concentrer du matériel, concentrer des munitions, aujourd'hui c'est pas discret, donc il faut tout disperser. Mais quand tout est dispersé, on a du mal à exercer une pression sur un point donné du front. Ça devient compliqué. Et c'est à présent le moment de se quitter. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain pour une nouvelle page d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.